Mes premiers mots seront bien sûr des mots de remerciement. Il y a 140 militants qui, depuis mercredi, se sont animés sur le site pour mettre en œuvre les barnums, pour que la sono fonctionne, et là qui se sont précipités pour, compte tenu de la pluie, la rentrée à l'intérieur. Donc je vous remercie d'applaudir, de remercier Sabine, Mireille, Gwenola, Théo, Anne-Marie, Sandrine, Sébastien, Dadu, Gurkan, Céline, Clément, Stéphane, Clotilde, Mathias, Clara, Juliette, Christelle et les autres. Un grand merci à eux tous. Je dis d'autant plus merci qu'on fait ça moins de 2 mois après une campagne usante, après une campagne éreintante, où il a fallu aller arracher les voix porte après porte, rue après rue, village après village, quartier après quartier, et que vous avez encore la force de venir reverser ça, là, ce 31 août. Je vous dis, mon sentiment, c'est que je me dois d'être à votre hauteur. Je me dois d'être à votre hauteur. À la hauteur de votre énergie, à la hauteur de votre envie et à la hauteur de votre espoir. Je remercie aussi, bien sûr, tous ceux qui sont venus ici, de loin pour certains, avec des quarts de Paris. On va essayer que je termine à l'heure pour que vous soyez jusqu'à la fin du discours. De Bretagne, du Midi, de Lorraine, et ainsi de suite. Ça n'arrange pas mon bilan carbone. Et ici, jusque Flics Secours. Quand on a pensé cet événement, c'était il y a quelques mois maintenant, cette kermesse qu'on voulait joyeuse, généreuse, à l'illustration de la gauche que nous voulons. C'était avant la dissolution, le dernier coup de folie de Macron, le NFP, Lucie Castet, mais nous avions un lieu, Flics Secours, et un slogan, gagné. Un lieu, Flics Secours, parce que c'est au centre de ma circonscription, mais c'est au cœur de mon engagement. Je vais faire le guide touristique un peu, d'accord ? Quand vous êtes arrivé à Flics Secours, vous avez longé un immense mur de briques rouges. C'était une usine Saint-Frère qui avait des milliers de salariés à l'intérieur, mais vous aviez une dizaine de filatures comme ça dans le Val-de-Nièvre. Et derrière vous, vous l'avez vu cet après-midi, un château. C'était l'un des 8 châteaux de la famille Saint, les propriétaires. Et Flics Secours était ce lieu où la division sociale se voyait, où on avait ce château avec un grand parc, avec des allées, avec de l'espace, avec des grandes grilles. Et à côté, vous aviez les taudis ouvriers, surpeuplés, avec du sol en terre battue. Ça signifie quoi? Ça veut dire que les ouvriers, tous les jours, ils avaient ce rapport capital-travail. Mais jusque dans la mort. Au cimetière de Flics Secours, vous avez les ouvriers qui sont enterrés à même le sol ou avec des petites tombes, et vous avez les immenses mausolées de la famille Saint. Mais même si vous allez à l'église, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous iront demain matin, si vous allez à l'église de Flics Secours, vous avez les chaises de paille pour les ouvriers, et vous avez le petit carré avec des grilles pour la famille Saint, et avec les petits sièges matelassés. Il y avait, avec du coup, des révoltes ouvrières, qui, les manifestations se donnaient rendez-vous devant le château pour les démarrer, et il y a un château qui a brûlé. 1975, c'est mon année de naissance. 1975, c'est le pic de la production textile dans la Somme. Ça va bien. Il y a de l'emploi et il y a même de l'espoir. Parce qu'il y a des luttes ouvrières qui ont permis de relever les salaires après mai 68. Ce sont les patrons qui sont sur le reculoir. Et en 10 ans, tout ça va s'inverser. En 10 ans, toutes les usines d'ici vont fermer. Ça va partir au Maghreb, ça va partir à Madagascar, ça va partir en Inde ou en Chine. Et en 1984, un financier arrive et se propose de tout racheter pour 1 franc symbolique, l'immense empire Boussac-Saint-Frère. Ce financier va recevoir en plus des subventions du gouvernement d'alors, un gouvernement, je le dis, un gouvernement de gauche, un gouvernement socialiste. Je le dis,
Je le dis parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui si on ne comprend pas ce qui s'est passé pendant 4 décennies. 4 décennies d'une gauche qui a accompagné la mondialisation, qui a accompagné cette Europe-là, qui, avec Jacques Delors ou Pascal Lamy, Jacques Delors à la Commission européenne, Pascal Lamy à l'Organisation mondiale du commerce, a permis que Magneti Marelli, ici on avait Parisio au siège de France à côté, c'est parti en Roumanie. Que Goodyear, c'est parti en Pologne. Whirlpool, le lave-linge de Whirlpool est parti en Slovaquie, le sèche-linge est parti en Pologne. On ne comprend pas évidemment ce qui se passe si on ne voit pas que pendant 4 décennies, il y a eu une acceptation de cette mondialisation. Et je le dis, il y a des camarades socialistes ici, je le dis, et je le considère comme des camarades, je considère que nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire, que nous devons l'ouvrir ensemble, mais que nous devons l'ouvrir en conscience de cette histoire. Je le dis en disant vraiment, ce sont des camarades pleinement, chaleureusement, voilà. Ce financier arrive, Bernard Arnault. Je pense que, Patrick, on devrait avoir à l'entrée de Flixecourt, je te propose de l'inaugurer un de ces jours avec toi, un panneau qui nous dit « Ici est née la fortune de Bernard Arnault ». Parce qu'il se propose de garder tous les emplois, toute l'industrie. Il le promet à notre camarade Catherine Thierry, qui était déléguée CFDT, la bonne sœur rouge d'ici, les yeux dans les yeux aux ouvriers. Et finalement, il liquide tout, il ferme tout. Il ne garde qu'une seule chose, Dior, une pépite autour de laquelle il va construire son empire du luxe. Mais autre chose se produit. Autre chose se produit à partir de ce moment-là, c'est la disjonction entre les riches et les pauvres. Les ouvriers, ils ne voient plus en sortant de chez eux le yacht de Bernard Arnault, l'Amadeus, le Symphonie sur les quais de la Somme. Ils ne voient pas sa résidence à Saint-Tropez. Ils ne voient pas son île dans le Pacifique où il passe son réveillon. Ils ne voient pas tout ça. C'est effacé de leur quotidien. Alors peut-être un jour ils tombent sur un bout de Paris Match, ou bien il y a Ruffin qui fait un discours, mais ça disparaît. Ça disparaît. Mais si, alors que derrière, on laisse le désespoir, derrière, on laisse la misère, derrière, on laisse le chômage et tout ce qui va avec, de dépression. Si jamais la cause du malheur n'est plus identifiée, si jamais on ne dit pas, voilà, la cause du malheur, c'est la décision qui a été prise par tout en haut, là-haut, eh bien, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils se retournent vers le bas. Et l'adversaire, il devient le réfugié, il devient l'assisté, il devient l'immigré. Voilà à quoi nous avons à faire face. Et vous avez ici des gens de gauche qui tiennent. René, Patrick, Christelle, Michael, tous ceux qui nous aident, Didier, qui tiennent bon, au plus près, au plus concret pour les gens, en essayant de remonter la pente. Vous avez les camarades de Picardie Debout qui vont y aller, avec la pente à remonter, avec le vent de face, mais je vais le dire avec aussi souvent un sac à dos rempli de pierres sur les épaules. Il y a 2 ans, dans mon livre « Je vous écris le livre franc de la Somme », j'ai interrogé la gauche. Je lui ai demandé, voilà, ici nous avons un bastion. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on considère qu'il faut l'abandonner? Ou est-ce qu'on considère que c'est la pointe avancée pour la reconquête? Je suis interrogé. On m'a répondu. On m'a répondu pendant ces 2 années. On m'a répondu par le choix de l'abandon. Un choix acté, un choix délibéré, un choix théorisé. Un choix théorisé que ça n'était pas prioritaire. Et je ne demande pas que ça soit une priorité, mais je demande que ça soit à égalité. Quand on nous parle de la Nouvelle-France, mais la Nouvelle-France, ce sont, nous dit-on, les métropoles, ce sont les quartiers populaires, c'est la jeunesse diplômée,
Très bien. Mais on est où alors? On est dans la vieille France? Et je pense, moi, que nous avons un devoir moral. Vous savez, hier, il y a un journaliste de Mediapart qui a dit, François Ruffin, qui est attaché aux campagnes industrielles, à la France industrielle rurale, il a dit. Moi, je ne suis pas attaché à la France industrielle rurale. Je suis attaché à la France. Je demande à la gauche de vouloir la France en entier et pas à moitié. Je demande à la gauche de conjuguer la France des tours et la France des bourgs. Je demande à la gauche de conjuguer la France des quartiers et la France des clochers. Je demande à la gauche de n'abandonner personne. Je veux ma France en entier et pas à moitié. Dylan a parlé, il y a un point qu'il n'a pas évoqué et qui m'a touché quand on en a discuté. Dylan, son combat sur la voie professionnelle, il le mène dans les quartiers nord de Marseille, mais il le mène à côté d'ici, à Doulan. Il conjugue les deux dans son combat, il conjugue la France des tours et la France des bourgs, la France des quartiers et la France des clochers. Voilà la France que nous voulons. Voilà la gauche que nous voulons. Il nous faut gagner partout. Gagner ici, gagner en Seine-Saint-Denis. Il nous faut non pas découper la France en tranches et en segments, mais la rassembler. Ce que nous voulons, c'est faire France ensemble. Nous voulons faire France ensemble sans taire le racisme. Sans taire quand même, parce qu'il y a des gamins qui n'ont pas la bonne couleur de peau, un maire leur refuse la douche, c'est évidemment scandaleux. Ne pas taire quand je vais à Amiens-Nord et que les mamans me racontent quoi? Qu'elles ont peur parce que leur fils, quand il va au foot et qu'il prend sa Clio, eh ben, il est contrôlé par la police. Quand il revient, il est contrôlé par la police. Quand il prend son vélo, il est contrôlé par la police et qu'elles ont peur que ça se termine mal. Il ne faut pas le taire, il faut y trouver des solutions. Il faut réclamer un moratoire sur les contrôles d'identité. Et sans opposer ce moratoire sur les contrôles d'identité, pendant notre campagne, c'était la 6e mesure et on l'a distribué, ce tract, autant à Amiens-Nord qu'à Flix-Secours. Il nous faut tout chercher, tous les chemins pour faire France ensemble. Vous avez une extrême droite qui veut faire quoi? Qui veut construire des murs. Elle veut construire des murs entre les Français en disant qu'il y en a qui sont vraiment français et il y en a qui ne sont pas vraiment français, puis il y en a qui ne sont pas du tout français. Ils veulent construire des murs. Que doit faire la gauche? La gauche ne doit pas en symétrie construire d'autres murs. La gauche doit être là pour détruire les murs. La gauche doit être là pour mettre des ponts et pour bâtir des traits d'union. Je l'ai dit, ça n'éteint pas le particulier. Ça n'est pas le particulier sur ce que peuvent souffrir les personnes racisées, les musulmans, les noirs. Ça n'éteint pas ça. Mais regardons l'immense commun. Regardons ce qui nous rassemble, sans taire le reste. Vous savez, il y a un sondage qui m'a bien marqué. Ça demandait en quartier prioritaire et hors quartier prioritaire quelles étaient les priorités des habitants. Les mêmes thèmes pour les 5 premiers revenaient et dans le même ordre en quartier prioritaire et hors quartier prioritaire. Santé, éducation, vie chère, sécurité, logement. Et ça ne se distinguait que sur le 6e thème avec d'un côté l'immigration, de l'autre la police. Alors, oui, il y a un immense commun. Il y a un immense commun sur lequel nous devons bâtir et bâtir la France ensemble et une gauche qui veut cette France ensemble, une gauche qui veut parler à tout le monde, une gauche qui veut parler au quartier comme elle veut parler au clocher.
Donc, un lieu, flic secours, un slogan, gagner. Gagner parce que nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas d'autre droit que de gagner, que d'ouvrir un chemin d'espoir et de victoire entre l'extrême argent et l'extrême droite. Nous n'avons pas le choix, nous devons gagner, c'est pour nous désormais un devoir. Gagner pour qui? Vous savez, moi je ne me bats pas pour des concepts contre le libéralisme, l'ultralibéralisme, le néolibéralisme, le néo-ultralibéralisme et ainsi de suite. On se bat d'abord pour des voix, pour des vies, pour des visages. Hier, je suis passé à France Bleu et la journaliste m'a un peu gonflé en disant « Oui, bah, de toute façon, il n'y a que des politiques. » tout ça. Je dis « Non, moi, mes stars, ce sont les gens. Je suis très content de t'avoir, Stéphane. Je suis très content de t'avoir, Sébastien. Les deux Sébastien, je suis très content de vous avoir. Mais pour moi, les stars, ce sont les gens. Pour moi, les stars, c'est Dylan. Pour moi, les stars, c'est Jérôme. Pour moi, les stars, c'est Janine. Pour moi, les stars, c'est Louisa. » Et ça fait 25 ans que c'est comme ça. Ça fait 25 ans, vous savez même, c'est un truc qui me gave. Si vous lisez les mémoires de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV, il n'y a que la cour qui existe. On ne voit pas un paysan. Mais quand vous écoutez l'actualité ou les questions des politiques, je veux dire, c'est Cazeneuve, c'est Macron, c'est Mélenchon, c'est Matignon. Où sont les gens? Où est le réel? Et à mon propos, on dit, voilà, Ruffin, il a une traversée du désert. Mais franchement, le désert, si c'est ne pas être dans la tambouille, si c'est ne pas avoir à fréquenter d'apparatchiks, si c'est ne pas avoir à faire tout ça, mais d'avoir une traversée de désert avec Dylan, Jérôme et Janine, je signe pour les 25 prochaines années. Nos héros, nos stars, parce que Sébastien l'a dit, pendant la crise du Covid, on a vu comment le pays a tenu, qui nous a sauvés. C'est pas les start-upers, c'est pas les publicitaires, c'est pas les actionnaires, c'est Louisa. Ce sont les auxiliaires de vie, ce sont les caristes, ce sont les camionneurs, ce sont eux qui nous ont sauvés pendant la crise Covid. Mais même là, maintenant, on a une dissolution, on n'a plus de Le Maire, on n'a plus de Attal, on n'a plus de Darmanin, mais franchement, on s'en porte bien. Plus de Jérôme, plus de Louisa pendant 2 mois, et le pays est à genoux. Et donc, pour les Louisa, vous savez, j'ai eu 2 conflits pendant la dernière campagne. Un à la déchetterie d'Abbeville, l'autre à une clinique à Abbeville. Et des 2 côtés, au masculin ou au féminin, c'était les mêmes histoires. C'était des gens qui se lèvent tôt, qui vont au boulot, qui ont mal au dos, et pourtant, le 5 du mois, quand les factures sont passées, c'est un SMS du Crédit Agricole pour le découvert. C'est, comme on est père célibataire, devoir aller faire la manche parfois auprès de la famille pour les enfants. C'est 3 années d'affilée sans prendre de vacances, sans camping, sans la plage, sans la montagne. C'est, pour cette rentrée, une aide-soignante qui dit, ben voilà, il n'y aura pas de poney pour ma fille à cette rentrée. Tout ça dit 2 choses qu'il faut bien comprendre. La première chose, c'est que ça produit quelque chose sur le plan matériel qui ne va pas, la difficulté à vivre, mais aussi quelque chose sur le plan spirituel. C'est une humiliation, c'est du ressentiment qui s'inscrit dans le cœur des gens. Et nous avons, nous, la gauche, à travailler sur les 2 volets. À travailler sur le volet matériel. Oui, il faut augmenter les salaires, il faut les indexer, il faut la retraite, il faut... et ainsi de suite. Mais on doit travailler aussi sur le volet spirituel, sur le volet de la fierté. Il faut dire que le travail qu'ils font, ils le savent, une immense utilité. Et faire ce que le Parti communiste avait réussi après-guerre en héroïsant, à l'époque, les métallos et les mineurs de fond, en disant que c'était eux qui reconstruisaient le pays. La gauche a un devoir d'apporter cette fierté à tous les travailleurs du pays. Alors, gagner pour qui? Gagner pour eux, gagner pour vous. Mais gagner quoi?
Gagner dans l'immédiat les 2 ans de moins sur les retraites qui nous ont volés. Gagner le retour d'un peu de solidarité sur la fortune. Gagner le référendum d'initiative citoyenne. Vous savez, ce sont des mesures de décence et de bon sens qui font que 80% des Français les soutiennent et que je suis convaincu que, pris projet par projet, nous pouvons trouver une majorité à l'Assemblée nationale pour les passer. Mais par-dessus tout, ce principe que nous devons poser, les Français doivent pouvoir vivre de leur travail, bien en vivre et pas en survivre, et bien le vivre. Là, ils ont réussi ce miracle pendant les années de Macron. Ils ont réussi non pas seulement à geler les salaires, mais à faire baisser les salaires de 5 à 7%. Une baisse de salaire. C'est-à-dire, on demande aux salariés de se serrer la ceinture quand en haut, ils se gavent. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Si on regarde le classement des 500 fortunes, en 25 ans, il y avait 5% du PIB qui allait aux 500 fortunes. À l'arrivée de Macron au pouvoir, c'était 20%. Aujourd'hui, on a dépassé les 40%. Oui. Le gavage pour les uns, le rationnement pour les autres. Donc le partage. Mais aussi le sens du travail. Il nous faut bâtir un horizon commun. Quel est cet horizon commun ? C'est le défi climatique qui nous porte ça. Parce que la transformation climatique, écologique, c'est du travail. Si on veut refaire toutes les canalisations, c'est du travail. Si on veut isoler les 5 millions de passoires thermiques, c'est du travail. Si on veut un atelier de réparation d'informatique, de mécanique, d'électronique par quartier ou par canton, c'est du travail. Si on veut remettre les camions sur des rails, c'est du travail. Tout ça, c'est immensément de travail. Et je le dis, je pense qu'il y a aujourd'hui un besoin du faire ensemble. Vous savez, il y a cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qu'on lit parfois dans des assiettes en porcelaine. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Bah oui, un couple qui n'a pas de projet commun, qui ne veut pas partir projette pas un voyage ensemble, ou des enfants ensemble, ou un pavillon ensemble, ou un truc ensemble, eh ben, ça se regarde dans le blanc des yeux et à un moment, ça se termine par de la jalousie et pas mal de soucis. Ben, la société, c'est pareil qu'un couple. La société, si elle n'est pas portée vers quelque chose, si on se regarde les uns les autres, ça va être des milliers de petites jalousies. Et donc, il faut porter vers cet horizon commun. Quel but on nous fixe depuis 40 ans ? Rien, ou aucun, ou alors réduire les déficits, être compétitif dans la mondialisation. Ce sont des buts minables, d'accord ? Comment avec ça, avec ce vide, un vide presque métaphysique, comment espérer rassembler, fédérer, faire France ensemble ? Le pays craque par là aussi, je crois, par ce vide d'espérance, par ce trou noir au cœur de la société. Alors, un horizon commun, faire ensemble par le travail, mais aussi, le travail n'est pas toute la vie, ça n'est qu'une part de la vie. Évidemment qu'il faut, c'est l'histoire du mouvement ouvrier que d'y associer le repos, la vie large, le droit au poney, la joie, le bonheur, le beau même. Moi, je suis pour que la faïence fabriquée à Sèvres, ça vienne une fois par an dans les cantines des ouvriers de chez Valeo. On veut gagner quoi ? On veut gagner ce droit au beau, ce droit au bonheur. Ouais. On veut gagner contre qui ? Ah. Bon, j'ai assez fait dans la spiritualité. C'est Macron qu'il faut boxer. L'homme qui ose nous dire qu'il faut préserver la stabilité institutionnelle. Il ose tout, c'est à ça qu'on le reconnaît. C'est un homme du chaos. L'homme du chaos institutionnel qui dégoupille une grenade dans les pattes des partis, dit-il, mais c'est dans les pattes du pays, de la démocratie qu'il la dégoupille. Du chaos politique, lui qui promettait qu'il n'y aurait pas de voix en plus pour le Rassemblement national pendant son mandat, et il y a 4 millions de voix supplémentaires. Du chaos fiscal qui ouvre un déficit budgétaire commercial comme on n'en a jamais connu et qui vient nous donner des leçons de sérieux. Un chaos social, jamais on a dû autant manifester que sous Macron. Un chaos, je dirais, jusque sur nos factures d'électricité, jusque dans la pharmacie, avec une multiplication par 7 des pénuries. Et alors que les Français réclament quoi ? J'en suis profondément convaincu, ils réclament de la stabilité. Ils réclament d'être protégés. Ils réclament aussi d'être respectés. Et d'être respecté, ça signifie la démocratie. Une démocratie, ça veut dire le pouvoir au peuple, ça ne veut pas dire
le pouvoir sans le peuple, le pouvoir contre le peuple. Mais je veux élargir au-delà de Macron. Ça fait maintenant 20 ans que ça fonctionne comme ça. Depuis le traité constitutionnel européen, ici en Picardie, au niveau national, c'était 55% de Français qui votent non. Au niveau Picard, c'était 65%, et pour les ouvriers, qu'on s'en souvienne, c'était 80%. 80% à dire non à la concurrence libre et non faussée. Alors, on nous prénomme maintenant un gouvernement technique, mais il n'y a pas de technique. Tout ça, c'est de la politique. Faire des coupes dans les budgets, c'est de la politique. En fait, quand ils disent ça, on veut un gouvernement technique, ça veut dire qu'ils veulent juste poursuivre la même politique que celle qui se mène depuis 40 ans, concurrence, compétitivité, mondialisation et ainsi de suite. Nous devons gagner contre eux, contre cette classe qui se gave. Mais nous devons gagner quand ? Je vous le dis franchement. Je vous le dis franchement, aujourd'hui, nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée, mais nous n'avons pas non plus la majorité dans le pays pour imposer de grands changements. C'est pas vrai. On peut faire l'ISF, on peut faire la retraite, on peut faire une hausse de salaire, on peut faire des petits pas qui indiquent un horizon, mais nous n'avons pas les manettes suffisantes. Nous n'avons pas la latitude suffisante pour opérer aujourd'hui un grand changement. Il ne faut pas se mentir. Donc, il faut gagner pleinement, il faut gagner franchement, il faudra gagner partout. Au soir des élections, j'avais dit que c'était un répit, que c'était un sursis, que c'était une dernière chance pour la France. Je dis ça parce que j'en vois qui se tapent sur le torse comme des espèces de Tarzans en disant « on a renvoyé le Rassemblement national à la niche » ou qui disent « on a mis une tannée au Rassemblement national ». Je me demande dans quel pays ils vivent, sur quelle planète ils vivent. Nous, on sait où on vit. On sait que la lame de fond, elle ne s'est pas arrêtée le 7 juillet au soir. On sait que la lame de fond, elle continue. On sait qu'en vérité, au premier tour des élections législatives, il y a eu 1,5 million de voix en plus pour le Rassemblement national par rapport à tous les partis du nouveau Front populaire. C'est la réalité aujourd'hui électorale de ce pays, et si on veut l'inverser, il faut la dire pour pouvoir l'affronter, il faut la dire pour pouvoir l'affronter, pour se préparer, parce que dans un an, si on doit y retourner, dans un an, il faudra gagner, gagner vraiment, gagner pleinement. Gagner, je termine sur gagner comment ? Nous avons un outil, le nouveau Front populaire. Là, ils y vont dans l'unité pour parler derrière Lucie Castet à l'Élysée, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que Fabien Roussel, Olivier Faure, Manuel Bompard, Marine Tondelier soient unis, et on peut les applaudir aujourd'hui. Pour la presse, vous voyez, j'ai aussi fait applaudir Manuel Bompard. Bon. Oui, mais qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on va reproduire la NUPS? Est-ce qu'on va faire qu'un jour, on se fait des câlins, on se fait des bisous, il y a des mots doux, et le lendemain, c'est la division, ce sont les coups bas et les insultes. Ça ne peut pas recommencer comme ça. Je le dis, le nouveau Front populaire est né de votre volonté à vous. C'est vous qui avez imposé le nouveau Front populaire. C'est vous qui avez fait l'unité. Mais comme en 1936, c'était les ouvriers qui avaient crié « Place de la Nation, unité, unité, unité » et qui avaient forcé le nouveau Front populaire. Quand je prononce ce mot, ce n'est pas un trait de génie, c'est une évidence. Et ce sont des centaines de milliers de personnes qui, en 24 heures, font quoi? Signent des pétitions, font des manifestations et disent « Oui, on veut le nouveau Front populaire, on veut l'unité ». C'est sous cette pression que s'est fait le nouveau Front populaire. Si cette pression n'est pas maintenue, et où vont? Je suis allé, je vois la tête de Baptiste, comme qu'il est grand, qui dépasse de la foule. Je me suis rendu à 8h du matin en gare de Noyon pendant sa campagne pour le soutenir. Il y avait là 150 personnes, et pas... selon les syndicats, il y avait 150 personnes à Noyon, dans un coin où on savait, tout le monde savait que tu allais perdre, Baptiste. Hein, on savait que le Rassemblement national était bien installé, qu'ils avaient l'un de leurs cadors qui était là, bien enraciné. On le savait, mais les gens étaient là, non pas pour gagner cette fois-ci,
mais pour être ensemble et pour préparer la suite, pour que la défaite, peut-être, de 2024 prépare la victoire de 2025 ou de 2027. Les gens étaient rassemblés pour ça. Alors, il y avait des communistes, il y avait des socialistes, il y avait des écologistes, il y avait des insoumis, il y avait tout ça ensemble. Mais il y avait aussi plein de non-encartés, d'isolés, de nulle part. Où ils vont, eux? Ils n'ont pas de maison commune. Il nous faut une maison commune. Il nous faut un lieu commun. Comment gagner? Comment gagner? Il s'agit de se faire aimer et non pas de se faire détester. Et alors, pour se faire aimer, par exemple, à Picardie Debout, on a Hayat, ma suppléante, et plein de camarades qui font le Noël solidaire et qui font qu'on récolte des milliers de jouets qu'on distribue par le biais des associations. Bon, on pourrait imaginer que cette année, partout où vous êtes, il y a un immense Noël solidaire qui fasse que vous ramassiez partout des jouets dont les gens n'ont plus besoin, qui jetteraient et que vous les distribuez par des associations. C'est un moyen de se faire aimer. Mais peut-être qu'il faut simplement se mettre dans les actions que font les autres, au plus près des gens. Que quand il y a un vide-grenier, on soit aux côtés des gens pour tracer les lignes à 6 h du matin. Que dans le club de basketball, on aille tartiner les sandwichs pour la buvette après. Qu'on soit là, aux côtés des gens pour le Téléthon. Pour être aux côtés des gens, au plus près des gens, et pour que quand on leur parle, ça soit pas d'une extériorité, mais ça soit avec de la proximité. Vous savez, dans les allées, là, et puis depuis 3 jours, il y a pas mal de gens qui me disent « Bon, alors, nous, on veut le parti. » Je dis « Mais le parti, il existe. » D'accord, excusez-moi, mais c'est Picardie Debout. Alors, les Lorrains, ils me disent « Ouais, mais attendez, nous, Picardie Debout... » Non, moi, je suis pas en Picard. Ça, c'est un grand désaccord avec Karim Adeli. Je sais pas comment on va faire pour le gérer, mais les Hauts-de-France, ça n'existe pas, d'accord? La Picardie, ça existe. Voilà. Je suis pas en Picard, et quand même quand je vois les camarades du Parti des travailleurs belges, je leur dis « Attention, les Wallons, on va vous rattacher, d'accord? À la grande Picardie socialiste. » Bon. Donc, mais ils me disent « Ouais, non, mais nous, ce qu'on veut, c'est Bourgogne debout, et ainsi de suite. » Bon. Jouons. Jouons. Pardon? Pour les assis. D'accord. Si nous avions un parti... Si nous avions un parti, que pourraient faire les partis? La première chose que je dirais, c'est engagez-vous moins sur Twitter et davantage avec les Restos du Cœur. Si nous avions un parti, il pourrait y avoir l'obligation de militer, de participer à un club de foot, à une association de parents d'élèves et ainsi de suite. Vous savez, une des choses qui nous manque pour reconquérir les campagnes, c'est qu'auparavant, il y avait toujours 1 ou 2 figures bien marquées à gauche et qui structuraient un peu la vie du village. Il y avait l'instit, évidemment, et puis il y avait le cheminot qui animait le club de foot, en président ou trésorier, et qui passait une parole. Ça nous manque. Et ben, je pense qu'on pourrait dire obligation d'un engagement au plus près des gens comme ça. On pourrait dire qu'il devrait y avoir le salaire moyen pour les élus, afin qu'on attire des gens qui servent plus qu'ils ne se servent. On pourrait dire que le parachutage soit interdit, qu'on n'ait pas des gens ni vus ni connus qui débarquent 10 jours avant une élection. On pourrait demander la parité sociale. Il y en a la parité de genre. La parité sociale, c'est quoi? C'est de se dire que les ouvriers, les employés, si on l'impose, ne doivent pas toujours être éclipsés par les surdiplômés. On pourrait faire que, quand il y a une cata sur le climat, quand il y a des coulées de boue et ainsi de suite, on dise à nos militants, sans drapeau, sans slogan, juste comme ça aux côtés des gens, d'aller balayer, d'aller déblayer. On pourrait bien sûr mener des campagnes sur l'impôt, des campagnes sur la retraite et ainsi de suite, mais bon, moi je propose depuis longtemps une grande campagne sur les auxiliaires de vie. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que c'est 1 million de femmes qui aujourd'hui ne sont pas représentées. On le sait,
Dans les métropoles, elles sont racisées, elles sont souvent d'origine immigrée. Dans les campagnes, elles sont blanches, pour parler franchement. Ça rassemble. Évidemment, elles sont aimées. Tout le monde aime les aides à domicile, tout le monde. Donc, si on les défend, on ne perd rien, on ne pourra que se faire aimer. Par ailleurs, j'ajoute, pour moi, c'est un média, les auxiliaires de vie. Parce qu'elles passent d'une personne âgée à l'autre, elles passent d'une famille au voisin. Et donc, je suggérais une grande campagne sur les auxiliaires de vie. Une campagne qui soit bien sûr sur le statut, sur les revenus, sur comment on fait quand à 50 ans, on a mal aux épaules. Qu'est-ce que c'est la deuxième carrière qu'on peut s'offrir? Mais aussi une campagne sur la fierté. On pourrait louer des bus et faire, comme ce qui vient d'être fait pour les personnes en situation de handicap, faire un défilé sur les Champs-Élysées. Voilà ce que nous pourrions faire. Cet immense travail de terrain, il est à faire. Il est à faire avec tous les partis. On doit pousser à ce que ce travail soit effectué. Maintenant, pour conclure, sur ce conjugué gagner où, quand, comment, avec qui, et là je le dis depuis une terre où en vérité nous avons subi un revers. Je le dis avec douleur, ma victoire n'était pas pleine et entière le dimanche 7 juillet. Nous devons tout faire pour maintenir une exception dans l'Europe continentale, pour ainsi dire. Jamais l'extrême droite n'est dans notre pays arrivée au pouvoir par les urnes. Jamais. Jamais l'extrême droite n'est arrivée au pouvoir par les urnes. Ils ne sont arrivés au pouvoir qu'une seule fois. C'était par la défaite, et ça n'a pas laissé de glorieux souvenirs dans notre histoire. Oui, il y a un auteur qui s'appelle Stefan Hafner, qui est un Allemand, qui raconte sa jeunesse, et en Allemagne, dans l'Allemagne nazie, et qui dit à un moment que c'est moins par la volonté des nazis que le pays a chuté que parce que les Allemands de l'époque ont sombré par millions dans la dépression. Je vous le dis, notre principal adversaire aujourd'hui, c'est pas Macron, c'est pas Le Pen, mon adversaire, c'est toujours la finance, bien sûr, mais c'est surtout l'indifférence. C'est la résignation qui s'installe dans le cœur des gens, et c'est ça qu'il nous s'agit de ranimer avec une conviction profonde, d'être actif sur tout le terrain. Vous savez, animer, c'est un beau verbe. Animer, ça veut dire réveiller les âmes. Et je pense que nous avons pour devoir en permanence de réveiller les âmes. J'espère que ce soir, nous avons participé à réveiller les âmes, à redonner, comme dirait Johnny, de l'envie d'avoir envie. Avec cette conviction profonde, c'est que la gauche n'arrive pas au pouvoir dans une société gelée. Et même si elle arrive au pouvoir, elle ne pourra rien faire. Elle ne pourra rien faire dans une société gelée. Ce n'est pas parce qu'on aura le meilleur des hommes ou des femmes, la meilleure des femmes, humanistes, écologistes, féministes, antiracistes, tous les bonistes que vous voulez, purs et parfaits, à l'Élysée, des purs et parfaits pareils, des camarades dans les ministères, des camarades pareils à l'Assemblée. Mais si jamais en bas ça ne bouge pas, rien ne bougera. Et ça ne sera pas de leur faute à eux. Ça sera de notre faute à nous parce qu'on n'aura pas bougé. Parce qu'en face, il y aura toujours le MEDEF pour venir dire « je crois que ça ne va pas être possible ». Il y aura l'Organisation mondiale du commerce pour dire « je crois que ça ne va pas être possible ». Il y aura la Commission européenne pour venir dire « je crois que ça ne va pas être possible ». Il y aura le Sénat pour venir dire « je crois que ça ne va pas être possible ». Et la seule chose qui le rend possible, c'est si jamais les gens sont en mouvement. Le Front populaire, puisque c'est à ça qu'on se rattache, ça n'est pas seulement Jean Zay, Léon Blum, Roger Salingro, des camarades socialistes et radicaux. Ça n'était pas seulement ça. C'est, bien sûr, s'il y a eu les 40 heures et s'il y a eu les congés payés, c'est parce qu'il y a eu des ouvriers, parce qu'il y a eu des grèves, parce qu'il y a eu des occupations d'usines. On doit... Notre devoir aujourd'hui est de se demander tous les jours, tous les matins, comment on fait pour réchauffer la société? Comment on fait pour embarquer avec nous les syndicats? Comment on fait pour animer les associations? Et bien sûr, les partis. Quand on instille, je dirais qu'il faut que la France soit traversée d'une grande espérance. Il faut que la France soit traversée d'une grande espérance qui vienne casser les cloisons et casser la division. Et si on fait tout ça, alors à la fin, c'est nous qu'on va? À la fin, c'est nous qu'on va? Un grand merci à vous, en tout cas, à nouveau, d'être venus aujourd'hui à Flics Secours.
pour qu'on gagne demain, ici, et à Saint-Denis. Merci à vous. Merci. Étendards sont élevés, l'étendard